Bienvenue dans Musiciens d'église, le podcast qui chaque semaine donne la parole aux musiciens de nos églises, entre foi, service, technique et spiritualité. Salut, moi c'est Sibécaï et ça fait plus de 25 ans que je joue au piano pour l'église. Au quotidien, je joue, j'écoute, je prie, je médite la parole, j'observe aussi. Je discute et je me pose des questions sur mon rôle dans l'église. Ce podcast, c'est ma manière à moi de donner la parole à tous ceux qui, comme moi, servent l'église au travers de leur musique. Alors que tu sois choriste, directeur de louange, musicien, chef de chœur ou simplement curieux, sois la bienvenue. Installe-toi confortablement, on va discuter ensemble et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour ne rater aucun des prochains épisodes. Et partage sur Instagram ce qui t'a parlé aujourd'hui en taguant @musicien d'église. Le tout au singulier. Ah oui, surtout, n'hésite pas de laisser un commentaire et donne-moi la note maximale. Ça me donnera la force pour continuer. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Musiciens d'église. Aujourd'hui, je suis vraiment content d'avoir cette invitée. C'est une femme, c'est une batteuse. On en parlait tout à l'heure, elle disait une femme sur un instrument d'homme. Elle va nous raconter un peu son histoire, un peu son parcours. Et je suis sûr que ça va intéresser beaucoup d'entre vous parce que elle a une vie riche, une vie très complète et je suis vraiment impatient que vous puissiez découvrir ce qui se passe dans sa tête, sa façon dont elle vit la musique et dont elle voit son service à l'église. Paul, bienvenue à toi. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter un peu, du coup, nous raconter un peu ton histoire, qui tu es? Alors, moi, c'est Paul Charleston, j'ai 42 ans et puis je suis batteuse depuis mes 30 ans. J'ai commencé assez tard. Avant, je dansais, avant, je chantais. Ok. J'ai commencé dans le milieu de la musique en tant que choriste dans Gospel pour sans voix. Ok. Puis après, je suis passée danseuse. Et puis un jour, je me suis lancée dans la batterie à 30 ans et Cool. j'ai adoré ça. Ok, Je me suis plus arrêtée. Ok, qu'est-ce qui t'a fait déjà en tant que chanteuse? Qu'est-ce qui t'a emmené au Gospel pour sans voix? C'était quoi ta démarche? Comment t'as découvert Gospel pour sans voix? Comment t'es rentrée dedans? Alors, je chantais à l'église. J'ai commencé à l'église petite. Ok. Et puis, j'avais une copine avec qui je chantais tout le temps dans d'autres contextes que l'église. Ok. Et elle, son frère était dans Gospel pour sans voix. Ok. Et donc, quand elle y est entrée, elle m'a proposé de passer l'audition. J'ai passé l'audition 2 fois. La première fois, on m'a pas pris. Ok. Et la deuxième fois, j'ai chanté un chant d'église et là, on m'a pris. Ah, comme quoi faut persévérer. C'est pas parce qu'on dit non une fois que c'est définitif. Sûr. Surtout sur les auditions, c'est des beaux exercices, donc faut réessayer. Ouais. Et donc, j'ai commencé en 2005. 2005 Gospel pour sans voix. Waouh. Je suis restée jusqu'en 2021. Ah oui. Ah, t'as fait du temps avec eux. Ok, ouais, cool. 2021, ouais. Ouais. Et donc, du coup, c'est là-bas que j'ai commencé à faire de la batterie. Ok. En tout cas, dans mon parcours à Gospel pour sans voix, j'ai beaucoup regardé Grégory Louis, qui est mon sensei, qui d'ailleurs m'a beaucoup, beaucoup accompagné. Il m'accompagne encore dans mon parcours de batteuse. C'est vraiment l'un des plus présents dans les batteurs. Après, c'est vrai que moi, j'ai eu un bel accueil et un bel accompagnement des batteurs autour de moi. Ouais. Franchement, sur ça, je peux rien dire. T'as beaucoup de batteurs autour de toi? Ouais. Bah déjà Greg, il m'a beaucoup accompagné. Mikey, alors laisse tomber comment il m'a accompagné. Greg et Mikey, combien de fois ils sont venus dans mon local faire des sessions avec moi, montrer des plans, me corriger. Je fais une vidéo, je leur envoie à eux deux. Okay. Et puis après ils me corrigent, ils me donnent des conseils. David Hayden, il me donne pas mal de conseils quand je fais des trucs. Il m'écrit, tiens ça c'est pas mal, tiens fais attention à ça, ça c'est génial. Et Dewoody aussi. Ah yes. Mathieu Edward. J'ai pris des cours. Ah non, j'allais oublier. Aurélien Lefebvre, c'est lui avec qui j'ai pris des cours vraiment officiellement. Okay. C'est un prof exceptionnel. Il est pédagogue, il est doux, il est génialissime. Et il m'a beaucoup appris. Okay. Et maintenant, il veut plus me donner des cours. Je lui dis, s'il te plaît, donne-moi des cours. Il me dit, ah, c'est bon, là, t'es pro, t'as pas besoin de cours. Mais bon, je pense que j'ai toujours besoin d'apprendre. Donc, dès que j'ai l'occasion et que eux, ils sont dispo, je sollicite les copains pour faire des petites sessions par-ci, par-là. Cool. Et cette soif d'apprendre, là, de toujours aller plus loin, elle te vient d'où? Ah, ben ça vient de mon père. Ok. Parce que mon père, il m'a vraiment éduquée avec une phrase qui revenait tous les jours que Dieu fait, c'est « tu peux devenir sénatrice si tu veux ». Donc, il m'a vraiment formatée
pour aller au bout de ce que j'ai envie de faire, quel que soit le sujet. Vraiment, j'ai de la chance parce qu'en fait, j'ai vraiment une sensation de processeur qui m'a intégré, tu vois. Ouais. Et donc, il a fait un robot qui, dès que j'ai une envie, une lubie ou n'importe quoi, je vais au bout du truc. Ouais. Mais il m'a aussi donné la conscience du travail. Et donc, moi, j'ai des parents qui sont vraiment des bosseurs, vraiment des bosseurs. Et donc, du coup, moi, j'ai pris l'habitude de travailler, quoi. Je vais au bout de mes trucs, je me donne à fond. Ouais. En fait, il t'a permis de se faire sauter les barrières en te disant non, il y a rien qui t'est impossible, qui t'est inatteignable, mais par contre, faut bosser pour l'avoir. C'est exactement ça. Ouais. Pas de barrière, il y a pas de limite. Ouais. Et après, il faut juste bosser. Yes. Et y croire aussi, je pense. Ouais, beaucoup. C'est sûr. Ouais, ok. Et du coup, comment cette transition entre la voix vers la batterie, en passant par la danse, du coup, en fait, c'est intéressant parce que du coup, t'as plusieurs aspects de la musique et du coup, ça te pousse à écouter la musique de façon différente aussi. Exactement. Comment ça t'a fait évoluer dans ta manière d'écouter la musique, de passer du chant à la danse et puis après de la danse à la batterie? Alors, le chant et la danse, ça a toujours été en simultané. Okay. Je commençais à chanter, j'avais 9 ans à l'église et puis j'ai commencé à faire du hip-hop. Je viens du milieu du hip-hop à 13-14 ans. Okay. Donc, j'ai eu vite un groupe, on était 6 hyper soudés, etc. Et puis, en parallèle, j'étais à Gospel pour son voix. Et puis, à Gospel pour son voix, un jour, avec Kevin, on s'adresse la parole pour la première fois après 5 ou 7 ans à travailler ensemble dans la même chorale. Ouais. Kevin Gilbert. Et qui me calculait pas, et moi non plus. Ouais. Et puis un jour, on papote et puis on se rend compte qu'en fait, on est un peu sur les mêmes, on a à peu près les mêmes goûts. En fait, on se ressemble beaucoup. Ouais. On se découvre en fait. Et puis, donc à ce moment-là, moi, j'étais attachée de presse dans une maison d'édition. Donc même si j'avais ma partie artiste, je bossais au Général à côté. Okay. Et puis il y a eu un plan social. On est une dizaine à avoir été virés. Et donc du coup, quand j'ai eu le plan social, je me suis lancée dans l'intermittence. Donc là, je me suis un peu plus investie dans Gospel pour son voix. Ouais. Et donc il y avait à l'époque le producteur, il avait un concept qui s'appelait American Gospel Junior. Okay. Et donc on partait un mois au mois de juillet en Avignon pour faire le show. Ça faisait la pub d'American Gospel Junior, mais aussi de Gospel pour son voix. Tous les jours, on était en show. Et donc c'est Kevin qui était directeur musical de ça. Et donc du coup, lui, ce qu'il faisait, c'est que chaque année, pendant la tournée, il écoutait. Il demandait à l'ingé son de lui mettre dans les oreilles 3 choristes. Et puis c'est comme ça un peu qu'il constituait l'équipe. Avec le producteur, bien sûr. C'est pas lui qui décidait tout seul. Et donc du coup, à l'époque, on commence à papoter. Tiens, il m'écoute. Et puis il se dit, vas-y, pourquoi pas. Il me propose de faire Avignon cette année, puisque de toute façon, cette fois, je serai dispo. Yes. Et en remplacement de quelqu'un qui était plus dispo. Et donc, on part en Avignon et puis tous les soirs, on était posés, on jouait aux cartes et tout, et avec de la musique à côté. Yes. Et là, moi qui étais danseuse, je découvre que Kevin, il écoute autre chose dans la musique. Tu vois, ça m'interpelle. Je me dis, tiens, mais c'est bizarre, t'écoutes des trucs que j'écoute pas. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, en tant que danseur, t'es plus sur d'autres aspects de la musique. Ouais, sur les pieds, sur comment c'est découpé, tout ça. Exactement, tout ce qui peut te faire mettre du style dans ta danse. C'est ça. Et Kevin, lui, il écoute complètement autre chose, donc ça m'interpelle. Et puis, pendant plusieurs soirs, je regarde, je l'observe et puis je vois ce qu'il écoute et je me rends compte de l'ampleur des musiques que j'écoute à l'époque. Ouais. Et à ce moment-là, je lui dis, tu sais, j'ai toujours kiffé la batterie, j'ai toujours... en fait, je regardais Greg, tu vois, je regardais Greg et puis il m'impressionnait, j'adorais ça. Et donc, je lui dis, j'aurais bien aimé faire de la batterie, mais bon, j'ai 30 ans, c'est un truc qui est un peu dépassé, mais voilà, je raconte ça comme ça. Et il me dit, bah, en fait, c'est jamais trop tard, donc pourquoi pas prendre une petite batterie électronique et puis mets-toi à la batterie, tu relèves tout ce que tu écoutes. Voilà, tu relèves ce que tu écoutes. Je dis, ok, puis moi, j'écoute Israel Houghton, j'écoute du gospel essentiellement, et du hip-hop et du rap français. Okay. Et donc, du coup, je rentre d'Avignon et puis je prends une petite batterie électronique à 100 €. Ouais. Et puis, je suis au chômage, quoi. Donc, j'ai toujours des habitudes de travail. Je me lève tôt, je me mets sur la batterie électronique et puis je relève Israël. Okay. Et donc, le premier morceau que j'ai relevé, c'était Everywhere That I Go. Yes. Ce morceau, je l'écoutais tous les jours en boucle. Et donc, je commence comme ça, la batterie, mais je me prends de passion pour l'instrument. Okay. Je sais pas si j'ai des facilités, mais je vois les choses comme de la danse au final. Oui, tu vois, t'as quand même la réaction du corps par rapport au rythme, et donc du coup,
en entendant les éléments de la batterie, tu vois où ça se place. Exactement. Ouais. Je vois où ça se place, donc j'arrive à relever toute seule. Et puis, je travaille tous les jours de 9h à 17h sur ma batterie. Je suis chez moi, je suis au chômage, j'ai rien d'autre à faire, ça me passionne. T'as trouvé un nouveau job? Voilà, j'ai trouvé un nouveau job. Et puis, mes voisins, ils craquent, ils m'envoient la police tous les soirs. Je finis par chercher un local que je trouve un local que je loue au mois à Argenteuil et là c'est fini. 9h 18h, 9h 20h je suis au local, j'y bouge pas et en fait ça me fait avancer vite. Tu vois, ça me fait avancer peu plus vite que quelqu'un qui bosse 1 heure par jour. Et donc du coup, vraiment, je suis amoureuse de mon instrument. J'ai Grégory Louis à côté de moi. Kevin, il me dit tiens, regarde, là, si tu bloques sur des sujets, va voir Aurélien Lefebvre. Il est prof et il est super bon. Et là, je prends des cours avec Aurélien Lefebvre. Et là, c'est un bonheur, c'est la folie. Il me débloque partout. Je suis bloquée, je comprends pas sur quoi taper. J'entends. Mais par exemple, j'entends un son, je vais aller kicker. Je vais aller faire le kick. Alors qu'en fait, c'est le tom bass. Donc, il me montre les plans. Là, je rentre dans un truc plus concret, vraiment de la technique de la batterie. Ouais, dans le détail du rôle de chaque tom, la différence entre... C'est ça, voilà, exactement. Et donc, c'est comme ça que je fais de la batterie, je progresse, et puis au bout de 2 ans, j'ai mon premier plan. Wow. J'ai mon premier plan à la batterie, c'est un festival gospel et juste avant moi, il y a David Hayden qui joue avec je sais plus quel groupe. Je suis en panique, j'appelle Mikey, je suis presque en larmes, Mikey, je suis en stress. Il me dit non mais tu joues, joue comme tu sais jouer, t'as fait tes répètes, tout va bien. Et du coup ça, en rentrant dans le monde des musiciens, même si c'est un instrument, comme je te disais tout à l'heure, qui pour moi est un instrument d'homme, et en fait, j'ai été entourée de plein d'hommes qui m'ont grave élevé. Ils m'ont aidé, soutenu. Et c'est comme ça d'ailleurs que Mikey me propose de venir jouer à l'église au CRC à l'époque. Il jouait au CRC. Il me présente à Théo. Directeur musical du CRC, c'est ça. Et du coup, Théo, il m'intègre. Et puis là aussi, j'apprends énormément. Pour moi, le CRC, c'est l'école. J'apprends énormément et puis on est dans un contexte qui est pro en fait, c'est pas tous les gars qui sont là, c'est super ils ont de la bouteille, ils jouent, voilà quoi. Ça joue bien et puis même techniquement, j'ai ma mixette, c'est la première fois que je me retrouve dans un contexte où j'ai une mixette, je dois gérer mon son, ça me prend des années pour trouver mon son au début. Ça commence, le culte il commence, moi je pense que mon son il est bon et puis en fait, j'entends pas la basse, j'entends pas Théo, j'entends plus les voix et en fait, c'est vraiment pro, c'est l'école. J'apprends à gérer mon son, j'apprends à écouter bien tout ce qui se passe, où est-ce que je positionne les choristes, le lead, le pasteur dans mon son. Pour que tu sois à l'aise, pour pouvoir jouer, avoir les bons repères et tout. Exactement, je relève des morceaux qui sont compliqués. Et puis en plus, au CRC, un jour tu relèves un morceau, la semaine d'après, il y a un nouvel arrangement. Kevin, c'est béni, je sais pas c'est quoi. Chaque fois, je leur dis, mais je comprends pas. Je l'ai joué il y a 2 semaines, le morceau. Ah oui, mais c'est un nouvel arrangement, mais vous rigolez. Donc, du coup, ça m'entraîne à toujours être au taquet, de relever et d'apprendre vite. Bon, ok, faut pas que je cherche au début, j'avais besoin d'apprendre par cœur ce que le batteur faisait. Je me sentais pas à l'aise, j'arrivais jamais quelque part où j'ai pas rejoué et appris par cœur le truc. Donc, le par cœur, c'est bien, parce qu'aujourd'hui, moi, je lis pas la musique, parce que je suis pas passée par une école. J'ai fait la Bill Evans Academy pendant le Covid. Je l'ai pas fini parce que j'étais enceinte de mon 2e et qu'au bout d'un moment j'étais trop épuisée et puis la lecture ça m'a pas passionnée. Mais du coup moi tout est dans ma tête par cœur. Donc j'ai dû apprendre vite à comprendre le cheminement musical de la mise en place sans apprendre par cœur ce que le batteur faisait comme break au milieu. Mais comprendre l'idée, le contexte rythmique et les changements de pattern en fait. C'est ça, et amener ma musicalité dans ce truc. Exact. Donc voilà, j'aime trop jouer au CRC. Du coup, c'est ça qui t'a libéré, c'est-à-dire que t'es sorti de je vais apprendre le truc par cœur pour avoir une certaine forme de maîtrise et je sais où je vais, à quel moment je vais, à comprendre l'idée globale musicale du truc, quel pattern pour pouvoir donner telle émotion ou tel ressenti pour pouvoir enfin te trouver toi et t'exprimer comme toi tu le voudrais en tant que musicienne. Exactement. Le CRC sur ça m'a autant fait du bien que m'a stressé. Parce qu'au début, tu relèves à partir des lives. Donc j'écoutais le batteur.
Et donc, quand j'écoute Dawoodi, c'est sûr, je suis en stress. Dawoodi, il a du langage, c'est beau, c'est bien amené, etc. Et donc, du coup, je me stressais à apprendre par cœur ce qu'il faisait, etc. Et puis, en fait, la rapidité des choses, le moment où tu reçois les morceaux et le moment où il y a la première répète, le temps que j'ai pour relever, etc., fait que je peux pas tout d'un coup développer ma technique. Je la travaille tous les jours, ma technique, mais je peux pas avoir la technique de Dawoodi. Donc, du coup, je suis obligée de lâcher. De lâcher du lest, pas lâcher du lest, mais lâcher prise plutôt. Ouais, c'est ça. Lâcher prise, jouer comme je sais jouer, et à partir de ce que j'ai dans les mains et comme technique dans les jambes, essayer d'apporter le plus de mon cœur et surtout d'apporter l'émotion qu'on cherche à l'église. Tu as toujours rêvé de jouer du piano et de comprendre la musique, mais tu ne sais pas par où commencer? Bonne nouvelle! La formation de novice à débutant en 30 jours est faite pour toi. En 30 jours, à raison de 15 minutes par jour, tu vas apprendre toutes les bases. Te repérer sur le clavier. Comprendre les accords, les gammes, les tonalités. Et même jouer 4 chansons d'adoration, étape par étape. Pas besoin d'avoir fait le conservatoire. Cette formation est pensée pour les personnes qui partent de zéro. Et tout ça pour un prix accessible à tous. Tu veux commencer dès aujourd'hui? Rends-toi vite sur Instagram @mesdoilador. Tous les détails t'y attendent. C'est l'occasion que tu attendais pour enfin apprendre à jouer au piano. Donc sur ça, pour moi, le CRC, ça a été vraiment une belle formation, quoi. Ouais. Tu joues toujours, d'ailleurs? J'y joue toujours. Ok, cool. Ouais. À quelle fréquence? Je dois faire peut-être... ça dépend. Une fois tous les 2 mois. Là, par exemple, je rejoue la semaine prochaine. J'ai joué il y a 2 semaines. Ok. Mais c'est vrai que entre-temps, comme j'ai fait 2 enfants, Théo, il est super attentif à ça. Donc du coup il va positionner d'abord des enfants aussi, donc forcément il essaye de pas trop on se parle, quoi. Je lui dis voilà, cette période là je suis dispo, et puis là il me place, et puis quand je suis un peu moins dispo, il le voit, il le jauge, il attend beaucoup de savoir si je suis dispo, si moi je viens vers lui avant tout. Et ça, c'est super cool. Dis-moi, du coup, vu qu'on est dans une émission qui s'appelle Musicien d'église, est-ce que tu pourrais nous partager ta définition? Pour toi, c'est quoi un musicien d'église? Pour moi, un musicien d'église, c'est un outil. C'est un outil pour le prêche du ou de la pasteur, pour accompagner son message et pour accompagner l'émotion qu'il veut susciter chez les fidèles qui sont présents. Donc moi, je me vois vraiment comme un outil à l'église. Et puis aussi, c'est pour moi, la musique a rien de mieux pour faire passer quelque chose. Quoi que ce soit, de toute façon, moi, la base d'un enfant, c'est la musique. On apprend, les bébés, ils apprennent à parler en écoutant la mélodie de la voix de leur maman. Et donc, pour moi, la musique, c'est logique. C'est logique dans l'église, et c'est logique pour faire passer quoi que tu veuilles faire passer comme émotion. Donc vraiment, je nous vois comme un outil. En tout cas, moi, je me vois comme un outil au service du message que le pasteur veut faire passer et de l'émotion qu'il veut susciter. Ok. Pour toi, c'est vraiment le côté artistique du coup de la musique, dans le sens que l'art est là pour faire passer des émotions. C'est vraiment l'aspect artistique de la musique que tu mets au service du coup de la personne qui est devant ou qui vient apporter son message. Ouais, exactement. Ok. Et comment ça se traduit du coup dans ton jeu? Comment t'exprimes des émotions avec ton instrument? Moi, avec la batterie, je trouve que c'est un instrument idéal pour faire parce que du coup, la batterie, elle résonne dans tes os. Tu vois, c'est vraiment l'instrument. Autant les autres instruments, les harmoniques, ils vont aller susciter autre chose dans ton corps. Mais la batterie, elle fait résonner tes os, en fait, tu vois. Et donc, du coup, pour moi, mon kick et mes tomes, c'est vraiment, comment dire, c'est mes outils sur lesquels je vais me concentrer selon l'émotion que je veux faire passer. Et donc, du coup, c'est vrai que moi, à l'église, je m'amuse avec ça. C'est que, donc, j'écoute bien ce que le pasteur ou la pasteur est en train de prêcher. Et donc, selon ce que j'entends de ce qu'ils sont en train de dire, c'est surtout le moment après la louange. Au CRC, c'est divisé un peu en 3 temps. T'as la louange, l'adoration, et puis après t'as comment on dit,
T'as le moment où on va faire la quête, etc. Et le pasteur va reprendre avec la prière. Et à ce moment-là, nous, on joue avec lui. Et ce moment-là, pour moi, c'est le plus passionnant, le plus intéressant. Et côté formation, parce que moi, je vois beaucoup l'église aussi comme mon école de musique, tu vois. Sûr. Et donc, du coup, à ce moment-là, c'est là où vraiment, comment dire, je suis concentrée sur comment je vais utiliser mon instrument pour apporter quelque chose. Et donc, la plupart du temps, selon ce qu'il dit le pasteur, surtout pasteur Jocelyne, quand elle part en prière et qu'elle est en train de les inciter à être fort sur tel ou tel sujet, cette semaine, ce sera la semaine de la libération ou de ceci ou de cela. Et ben, moi, j'essaie de la suivre, de ressentir ce qu'elle ressent. Et puis, grâce à mes tomes ou à mon kick ou à comment j'emmène le truc, est-ce que je suis à l'envers, est-ce que je change un peu le kick, je change le rythme de ce que je devais amener. Et ben du coup, grâce à ça, moi je vais me concentrer sur quelqu'un. La plupart du temps, je me concentre sur quelqu'un et je me dis je sens que cette personne elle a envie de partir. Elle a envie de partir. Je sais pas, écoute, on va aller voir si je peux l'emmener prier en langue. Et puis après je me lâche si je peux entraîner sa transe, tu vois, l'accompagner dans sa transe. Donc c'est surtout mes tomes qui m'aident dans ça. Ah oui, et aussi pas mal les feuilles parce que je sais pas, toute ma batterie, je l'utilise vraiment et j'essaie de me concentrer sur quelqu'un. Mais je sais pas comment le dire techniquement, s'il y a un meilleur moyen de le dire, s'il y a des mots exacts, mais je suis vraiment sur le ressenti. Et bon, je joue vraiment beaucoup sur mes tomes pour les amener avec moi. Et puis, même moi, après, au bout d'un moment, même moi, je sens que je peux partir en transe. Tu vois, il y a vraiment des moments où je sens que je suis ailleurs. Je me sens ailleurs. Et comme si c'est plus toi qui joues, il y a quelque chose qui part à ta place. Yes. Ok. Et du coup, à quelle fréquence tu joues? Est-ce que tu continues à jouer tous les jours maintenant? Parce que t'es maman plusieurs fois. Je suis maman beaucoup moins. Avant, je jouais tous les jours minimum 5-7 heures par jour. Quand ma fille, elle est née, drastiquement, ça a diminué. C'est sûr. Mais en fait, au début, je le prenais mal, je le vivais mal. Pas contre ma fille, mais je m'en voulais, voilà. Je me faisais la misère moi-même, où je m'en voulais de tu t'arrives même pas à aller au local, etc. Et en fait, ça m'a amené à travailler autrement la batterie, donc d'être beaucoup plus dans l'écoute. Maintenant, je vais chercher des albums que j'aurais pas écoutés avant, etc. J'écoute les batteurs et le fait aussi d'avoir eu ma fille, ça m'a obligée à apprendre à jouer sur des plans sans forcément être obligée de passer au local avant. Donc une écoute beaucoup plus active. Quand elle est née, direct, j'ai repris le boulot très vite parce qu'en tant qu'intermittente, ma première grossesse, c'était horrible mon congé maternité. Donc j'avais eu un congé mat qui était vraiment mauvais. Et donc du coup, j'ai repris le boulot 1 mois après sa naissance. C'était super dur. Mais j'ai eu la chance, j'ai une pianiste, Raphaël Atlan, qui m'a appelée pour bosser au crayon. Et j'ai fait 5 ans le crayon. Et donc, tous les soirs, c'était que des musiciennes. Basse, batterie, piano, chant. Et donc, on était 5 batteuses, 5 contrebassistes, 5 pianistes. Et ça tournait tous les soirs. Comme ça, sauf le lundi soir. Donc ça me faisait mon intermittence sereinement. La possibilité de sortir de chez moi à 18h et de rentrer chez moi à 1h du matin. Donc, du coup, d'être proche de ma fille, je partais pas voyage, pas tout le week-end, etc. Et donc, mais par contre, je pouvais pas aller au local relever les morceaux. Et enfin, en tout cas, plus difficilement. Je pouvais partir 17h, je passe au local, puis je monte. Vite fait, mais en 1 heure, t'as pas le temps de faire grand-chose. Et les pianistes chanteuses, c'est elles qui faisaient leur répertoire. Et souvent, elles t'envoyaient le répertoire le matin pour dire c'est ça qu'on joue ce soir. Et donc ça a été super dur pour moi au début, mais en fait, ça a été aussi hyper formateur. Parce que du coup, les morceaux, j'avais pas le choix que d'écouter en boucle, d'écouter et de me baser sur ce que j'ai écouté, plus sur les sensations de mon corps, mais sur vraiment que intellectualiser le truc. Analytique, quoi. C'était une écoute vraiment technique de il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Et limite, est-ce que tu utilises la visualisation? C'est-à-dire, je sais que moi, je l'utilise, par exemple, quand je bossais beaucoup, je savais que je pouvais pas passer beaucoup de temps sur mon piano. En fait, en écoutant le son, j'étais capable, du coup, d'entendre les progressions harmoniques. Et donc, du coup, je me visualisais en train de poser mes doigts sur le clavier. Ce qui fait qu'une fois que j'arrivais sur le clavier physiquement, c'est comme si je l'avais déjà bossé parce que j'avais déjà en tête ce qui se passait en fait harmoniquement. Est-ce que toi aussi c'est quelque chose que tu utilises à la batterie? Non, mais c'est trop bien. Je vais essayer. C'est trop bien comme astuce. Non, moi c'est la danse qui me sauve sur ce truc-là. D'accord. Donc c'est plutôt je le danse. Enfin, c'est dans mon corps que je ressens la chanson pour pouvoir après la rejouer comme je l'ai dansée
dans ma tête. Ok, je vois. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a sauvée. Et surtout, ça m'a beaucoup appris. Donc, du coup, tous les soirs, je devais être au taquet de connaître les morceaux. Et puis, surtout, de me détacher aussi parfois du morceau. Ouais. De l'interpréter comme finalement la nana, elle le joue. Parce qu'en fait, en vrai, elle t'envoie un morceau original. Ouais. Et après, quand elle te le joue piano-voix au bar du Crillon, ça n'a plus rien à voir avec le morceau. Bien sûr. Mais pareil, hyper formateur. En parallèle de l'église, ça m'a détaché de ce besoin absolu de passer tout le temps au local jouer le set entier avant de me sentir bien sur un live. Ouais. Ok. Est-ce que, pour toi, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre quand tu joues à l'église et quand tu joues dans une presta comme ça? Est-ce qu'il y a musicalement, spirituellement, tu vois une différence ou en vrai pour toi, la musique c'est de la musique et c'est toi qui en fais ce que tu veux? Ça dépend des plans. Ok. Moi, je vois une différence parce que de toute façon, l'objectif de la musique à l'église, il est autre. Il est vraiment différent pour moi que dans les autres plans, tu vois, les plans qui sont pas church. Après, moi, comment j'aborde le truc, en vrai, je pense que je suis la même. Dans les deux endroits différents, église pas église, selon l'artiste que j'accompagne, parce que des fois j'accompagne une artiste qui fait du rock, là son état d'esprit il est complètement autre, mais si je sens qu'elle a envie d'emmener les gens en transe, j'applique la même façon de faire au final. Donc du coup moi je suis la même et je sers toujours l'objectif de l'artiste que j'accompagne. Ou du pasteur. Bah oui, t'es là pour accompagner, pour soutenir en fait. Donc pour toi, c'est quoi la part parce qu'en parlant beaucoup avec des musiciens d'église, beaucoup appuient sur le côté spirituel de la chose. Il y en a beaucoup qui disent que, en fait, c'est plus le côté spirituel qui compte, la préparation spirituelle, que le côté technique. Toi, c'est quoi ton point de vue dessus? Est-ce que il y a un équilibre à trouver? Est-ce que ça n'a rien à voir, c'est totalement dissocié? Pour toi, dans la musique, est-ce que tu dissocies le côté technique et spirituel dans ta préparation? Dans ma préparation, ouais, je me prépare. En vrai, moi, je me prépare même pas spirituellement. Ok. Je me rends compte que là, tu me dis ça, mais en fait, comme je suis toujours la même, quand je joue, je suis pas dans un. Après, c'est vrai que moi, par rapport à d'autres musiciens d'église, déjà mon état d'esprit, je pense qu'il est hyper différent des autres. Okay. Parce que moi, j'ai un parcours avec l'église qui est assez particulier. Okay. La même année où je quitte, où j'ai mon plan social, même que je commence la batterie, la même année je quitte l'église. J'ai grandi à l'église, moi. J'ai grandi à l'église, je suis née dans une famille chrétienne, etc. Et puis un jour, mon frère qui fait histoire de la religion à la fac, il m'appelle, il me dit regarde comment a été construite la Bible. Il était dans une colère mais noire. Et donc on appelle le pasteur. Moi je lui dis ok, vas-y, on va demander à la source. Donc on appelle le pasteur, on l'invite à manger et tout, et puis on lui demande des comptes sur ça, la construction de la Bible. Et quand il nous explique comment les livres ont été choisis, sélectionnés, et qu'on dise que voilà, ça va être ça la Bible maintenant. Exactement. Yes. Et quand on découvre, cette année-là, c'était 2013. Quand je découvre en 2013 que la Bible, elle est créée au Concile de Nicée, enfin politiquement, elle est créée politiquement, et que on a choisi de mettre tel livre. Et déjà, on n'a même pas choisi de mettre le livre de la maman de Jésus. Et si tu veux entendre parler de Paul Charleston, en fait, demande à ma maman déjà qui je suis. Tu vois? Et ça, c'est le premier truc qui m'a dérangé. Le choix des livres. Et donc, je me rappelle avoir dit au pasteur, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme si le président, là, Sarkozy, il décide ce qu'on met dans un livre saint, et 2000 ans plus tard, on nous dit ça vient direct from Dieu. Non, mais j'étais en colère aussi. Donc, du coup, j'ai quitté l'église. Mon frère, il s'est reconverti à l'islam, là. Ils ont perdu 2 personnes. Et mon autre frère était déjà musulman. Donc là, mes parents, les pauvres, ils ont traversé un moment compliqué. Mais, malgré que j'ai quitté l'église, j'arrivais pas à sortir de mes croyances. Parce que pour moi, Jésus, c'est, il est trop stylé, en fait. C'est celui qui a le mieux compris le monde. Tu vois, les miracles qu'il a créés, pour moi, c'est tellement, je sais pas comment dire. Je sais pas comment t'expliquer ça. Pour moi, c'est celui qui a tout compris de l'amour, tout compris du pouvoir de la parole, et tout compris du pouvoir de la pensée. Et moi, ma croyance, c'est que quand il est écrit dans la Genèse que Dieu nous a créés à son image, pour moi, c'est le pouvoir qu'il a de créer à partir de Dieu dit et la terre fut, l'eau fut, etc. Je sais plus comment c'est écrit dans la Bible, mais Dieu dit et ça a été. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Et la lumière fut. Et en fait, nous aussi.
Quand tu dis tous les jours, je me sens pas bien dans ma peau, je suis pas belle, etc. Nous, c'est notre passion, les filles. Ah, je suis pas belle aujourd'hui. Et ben, quand tu sors, il y a personne qui te regarde. C'est ça. Et le matin où tu dis, ah, je suis belle, je me sens bien dans ma peau. La parole, elle est créatrice. Tout à fait. Et on le crée tous les jours, on le voit tous les jours. On dit, c'est bientôt la fin du monde. Ben, voilà, regarde où on est. Tu vois? Et donc, du coup, j'arrivais pas à désavouer Jésus. Je sors de l'église, mais pour moi, Jésus, c'est toujours mon gars sûr. Tu vois? Et donc, du coup, je suis obligée de rechercher. Je suis obligée de chercher des réponses, je suis pas bien, je reste 3 ans comme ça à chercher, à lire plein de trucs. Je lis Conversation avec Dieu qui, là, me fait un bien fou, puisque c'est écrit par un pasteur. Donc, je pense que sortant de l'église, je lui donne un crédit, peut-être plus que si c'était écrit par quelqu'un d'autre. Et ce qu'il écrit, je sens que c'est des choses que j'ai vécues, en fait, c'est de l'expérience. Et donc, dans Conversation avec Dieu, si je te le traduis dans mes mots, pour moi, Dieu, il lui dit, en fait, vous avez rien compris à qui je suis, en fait. Donc déjà, vous prétendez que moi, je suis amour, comme vous êtes amour. C'est vous qui aimez avec de la condition. C'est vous qui vous mettez en couple avec quelqu'un, il fait une erreur, hop, c'est la fin du monde, c'est fini. Et c'est vrai qu'en fait, tu peux être avec quelqu'un pendant 20 ans, il fait une erreur, les 20 ans, tu les as effacés. Ou même ton enfant, ben, il fait une bêtise, il peut sentir... moi, ça m'est déjà arrivé que je doute, en fait, est-ce que mes parents, ils m'aiment encore ? Tu vois? Et donc ça, ces conditions, c'est vrai qu'on peut pas penser que Dieu, il nous aime d'un amour inconditionnel, mais qu'il nous aime de la même manière en nous envoyant en enfer. Si on n'a pas fait ce qu'il nous a dit de faire, donc lui, il a créé tout comme ça. Il nous a créé, constitué tel qu'on est. Et puis, si on n'a pas fait le bon choix, on va en enfer. Tu vois, ça, c'est vraiment des concepts de la religion chrétienne qui m'ont grave interrogée. Et quand je lis Conversation avec Dieu, je me dis, bah oui, en fait, là, c'est logique. Donc, Dieu dit dans ce livre, et c'est ce que moi, je comprends, parce qu'en fait, tout le monde peut lire un livre et l'entendre différemment. Oui, bien sûr, on a toujours le prisme culturel, et puis les biais cognitifs, c'est-à-dire que en fonction de ce qu'on pense, on va toujours être plus attiré vers ce qui confirme notre pensée que l'inverse. Exactement. Et moi, ce que je comprends de Conversation avec Dieu, c'est Dieu, il était tout et rien. Et il a voulu expérimenter ce que lui-même il était. Il s'est dispatché en des milliards et des milliards de parties de lui, et qu'en fait, nous, on est tous des petits bouts de ça. Et qu'en fait, on est dans un monde il nous a positionnés dans un monde qui est karmique, qui a cette apesanteur, et qui fait que, ben, quoi que tu fasses, ça te reviendra. Donc, tu t'envoies de l'amour, tu recevras de l'amour. Tu t'envoies de l'hypocrisie, tu recevras de l'hypocrisie, de la méchanceté, et comme ça jusqu'à la fin. Tu vois? Et donc, pour moi, dans Conversation avec Dieu, là, ça m'a paru tellement cohérent, ça m'a parlé de me dire que, ben ouais, c'est vrai que moi, j'ai cette sensation que c'est pas aussi simple que un Dieu au fond du ciel là-bas, et qu'on lui demande des trucs et il nous les accorde. Parce que de toute façon, moi, je vais demander un truc, si c'est contre ce que toi t'as demandé, pourquoi il me l'accorderait à moi et pas à toi? Tout à fait. C'est peut-être tout simplement qu'en fait, on doit tous expérimenter la vie, et que il te reviendra ce que tu as envoyé à l'univers. Tu vois? On arrive presque à la fin de cet épisode. Ce que je te propose, c'est de donner un conseil à quelqu'un qui aujourd'hui peut-être débute en tant que musicien d'église ou hésite à se lancer. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Moi, je dirais toujours, fais ce que tu as envie de faire et lance-toi. Moi, j'ai commencé la batterie à 30 ans. Donc, vraiment, à chaque fois que quelqu'un me dit, oh, j'adore la batterie, je leur dis, bah, c'est jamais trop tard. Moi, mon conseil, c'est fais ce que t'aimes, comme tu aimes le faire, et fais-le avec ta façon d'être. Tu vois, parce qu'on a tendance à penser que c'est ça le cadre, il faut faire travailler avec cette fréquence, etc. Et ben non, fais comme tu peux, fais ce que tu as envie de faire comme tu as envie de le faire, relève les morceaux que t'aimes relever, parce que quand tu commences à apprendre des trucs juste parce qu'on te dit faut passer par le jazz, faut passer par ceci, cela, et ben en fait tu peux vite t'ennuyer. Moi bizarrement, le jazz ça m'ennuie. À chaque fois je dis ça, on me regarde en mode oh c'est grave, mais non, je préfère écouter Israël Houghton qu'aller écouter un album de jazz. C'est pas, il y a un truc qui j'ai pas encore trouvé l'intérêt. Et donc en fait, ben fais ce que t'aimes. Et moi c'est comme ça que j'ai évolué, c'est en écoutant que ce que j'ai envie d'écouter. Je me suis jamais forcée. C'est comme ça qu'on nourrit la passion en fait. C'est ça. Parce que quand tu fais les choses parce que les autres t'ont dit, bah, en fait t'es en train de te coller au rêve de quelqu'un d'autre, mais c'est pas ton rêve à toi en fait. Exactement. Donc si tu veux vivre ton propre rêve, suis tes intuitions et fais ce que tu aimes. Et puis après, le deuxième conseil que je dirais, c'est te compare pas à qui que ce soit. Parce que tu vois, moi, je me suis beaucoup comparée. Enfin, j'ai un objectif, c'est Grégory Louis.
Okay. C'est mon sensei. Okay. C'est le jour où je joue comme Grégory, là, je vais me sentir tellement bien dans ma peau. Ouais. Mais pendant tellement longtemps, je me suis dit, je joue pas comme Grégory. Ouais. Et en fait, tout ça, ça a un peu ralenti mon cheminement. Ouais. Dans le sens où, à partir du moment où je me suis dit, mais en fait, c'est mort. Grégory, il continue de bosser son instrument. De toute façon, tu seras jamais Grégory. Il sera jamais Grégory. Il y a quelqu'un qui me l'a mis en tête. Déjà, Kevin, il me l'a répété au moins 1000 fois, mais je le calculais pas. De toute façon, tu me dis ça parce que... Mais en fait, à partir du moment où je me suis dit, j'ai accepté que, en fait, je ferai jamais comme un mec, parce que déjà, j'ai même pas leur force physique. Ouais. J'ai même pas leur force physique. Je pourrais me comparer à David ou à Dawoody ou à Greg toute ma vie. Ouais. Je jouerai jamais comme eux parce que j'ai pas leur force, mais j'ai pas non plus leur émotion. Ouais. J'ai pas leur background de vie. Et j'ai pas leur même écoute. Ils écoutent pas la même chose que ce que moi j'écoute. Exact, ouais. Et donc, du coup, moi, je suis une petite fille, une petite meuf qui vient du hip-hop. Parents haïtiens qui écoutaient pas de compas. Ouais. Bizarrement, mes parents, ils écoutaient pas de compas, ils écoutaient du jazz. Ouais. Et puis moi, j'ai grandi avec de la variété à fond. J'ai beaucoup aimé la variété. Ouais. Et puis après, je me suis mise à fond dans le gospel. Et ben, c'est ça mon background. C'est ça. Et c'est ça qu'il faut qu'il ressorte de ton jeu. C'est ça qui ressort dans mon jeu. Parce que ce qu'on demande à un artiste, c'est d'avoir une identité, en fait. Sinon, t'es juste un copieur. Donc, exactement. Et des fois, je me retrouve avec des artistes et je suis surprise à chaque fois où je me retrouve dans des plans et à chaque fois qu'on me dit waouh, ça m'a mis des frissons ou j'ai aimé ton jeu, etc. À chaque fois, je me dis je joue pas comme Greg. Et en fait non, c'est ce que moi j'ai donné à ce moment-là. Exactement. Donc voilà, ça sert à rien de se comparer à qui que ce soit. Quoi que t'aies à apporter, ça va parler à quelqu'un. Yes. Super. Merci Paul. Merci à toi. Pour cet échange. J'étais ravi d'être là. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Musiciens d'église. Merci à toi d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que tu as appris des choses et que ça t'encourage à aller plus loin dans ton service. Si c'est le cas, abonne-toi, partage-le autour de toi. Et si tu veux témoigner ou me partager ton expérience, écris-moi sur Instagram, @musicien d'église. Je serai ravi d'échanger avec toi. Malheureusement, cet épisode touche à sa fin, mais on se retrouve très vite pour une nouvelle conversation entre musiciens d'église.